Hop. Ouais, parfait. C'est parti. Donc ce soir, je vais vous parler de recevoir du Rust en RSS sur un Raspberry. Est-ce que c'est une réussite? J'ai réfléchi super longtemps pour ce titre. Et il n'est pas terrible. Comme le disait, comme tu disais, Nicolas, vous pouvez le trouver sur LinkedIn, sur Stack Overflow, sur Mastodon. Je suis développeur Java depuis l'an 2000 et je suis architecte de solutions, quoi que ça puisse vouloir dire, depuis 2015 à peu près. On va faire un peu d'histoire du web. Et on va parler d'un personnage clé dans l'histoire d'Internet. Qui connaît Aaron Swartz? Ouais, c'est bien. C'est cool. C'est celui qu'on a appelé The Internet Homes Boy. C'est un mec qui, en l'an 2000, quand il avait 12 ans, a participé à la définition de la licence Creative Commons, a participé à la libéralisation, enfin à la libération des ouvrages scientifiques. D'ailleurs, il est mort pour ça. En un sens, ce talk, c'est un peu mon hommage à son travail. Alors, il a fait plein de trucs incroyables, ça s'appelle Wikipédia, elle est super cool, vraiment c'est chouette. On va se focaliser aujourd'hui sur une de ses inventions, qui est assez simple, assez technique, le format RSS. On va pas lire le format RSS ensemble. RSS, ça date d'une époque où il n'y avait pas de JSON, il n'y avait pas de YAML. Si vous vouliez faire un format structuré pour encoder des informations et les échanger avec différents langages, vous faisiez du XML. Facile, simple. Un peu verbeux, effectivement, mais assez facile. RSS, c'est un format qui est dédié à la communication d'informations sur un site web. C'est-à-dire que votre site web, globalement, il a dans un coin un fichier qui contient un en-tête descriptif et puis une entité pour chaque message qui a été écrit. C'est un format super cool, c'est un format qui est hyper utilisé. Qui écoute des podcasts ou des vidéocasts ou des whatevercasts? C'est des flux RSS en fait. C'est ni plus ni moins que ça. Voilà, c'est un format qui est vraiment très très pratique et il y a une boîte qui l'a bien compris. C'est Microsoft. Non, pardon. Microsoft, c'est mieux. C'est Google. Google, ils ont créé en 2005 un outil qui était absolument fabuleux à l'époque et qui, je pense, aujourd'hui, s'ils le ressortaient, on continuera à se dire, c'est vraiment très, très bon. C'est un outil qui s'appelait Google Reader qui était ce qu'on appelle un agrégateur RSS. Donc, imaginez, vous êtes en 2004, il n'y a pas Twitter, il n'y a pas Facebook, il y a un peu plus d'acteurs sur Internet. Donc, pour récupérer des informations, vous passez votre temps le matin, un peu comme dans les séries Mad Men, là, quand les mecs lisent le journal en arrivant au bureau. Quand vous arrivez au bureau le matin, vous faites le tour des sites que vous aimez bien. Alors, les sites qui marchaient bien à l'époque, c'était Slashdot, LinuxFR, je suis sûr que vous avez plein de noms en tête. Et vous faisiez le tour des sites, et puis vous scrolliez comme un dingue, et puis vous disiez, ah, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant. Et ça va pas la tête, quoi. Vous pouvez pas faire ça de vos journées. Il vaut mieux avoir un seul site qui récupère toutes les informations et qui vous les affiche dans un ordre bien choisi. Tadam! C'est Google Reader. Alors, l'intérêt de Google Reader, c'est que c'était l'une des premières applications qu'on aurait pu appeler une SPA, c'est-à-dire que vous n'aviez pas à recharger la page pour naviguer de site en site. Donc ça, c'était super pratique. Et en plus, vous aviez tous vos articles dans la même fenêtre, les uns à la suite des autres. C'est-à-dire que vous n'aviez pas une liste de titres avec le titre. Je dois cliquer, je vais sur le site, ça s'ouvre, c'est chiant. Là, vous aviez vraiment une lecture. C'est simple. Moi, je me souviens encore, le raccourci pour passer à l'article suivant, c'était J. J, ça marquait lu le truc que vous aviez sous les yeux et ça passait au suivant. J. C'est super cool. Mais voilà, Google, c'est Google, d'accord? Ils aiment leurs utilisateurs. Donc, ils ont tué Google Reader. C'était le meilleur truc. C'était le truc qui avait le plus d'adoption pour les flux RSS. Et ils l'ont tué. Pourquoi? Quelqu'un sait? Non, c'est parce que chez Google, ils ne savent pas ce que c'est qu'un produit. Ils ont une culture apparemment chez Google où ils récompensent les gens qui créent des nouvelles choses, mais la maintenance, en fait, ça n'apporte rien pour la progression de l'entreprise. Donc, ça veut dire que quel que soit le produit de Google que vous utilisez, il va mourir. Pensez-y la prochaine fois que vous voyez un super truc de chez Google. Donc, quand Google Reader est mort, j'ai un peu erré, comme une âme en panique, comme tous ceux qui aimaient bien Google Reader. Et j'ai cherché des alternatives. Alors, il y avait des alternatives web intéressantes. Il y avait Feedly, The Old Reader, deux ou trois autres. Puis en fait, je me suis rendu compte que j'utilisais pas le web un peu de cette manière-là. En fait, vous, quand Google Reader, vous utilisez quoi comme lecteur de flux RSS? Reader. Ok. On a d'autres? Non. Allez-y, hein, ça vous sortira de Twitter. Moi, à l'époque, je me suis rendu compte que j'avais déjà un peu pivoté.
en fait, j'utilisais mes flux RSS soit sur mon ordinateur, soit sur mon téléphone portable, soit sur un autre ordinateur quand j'étais en mission. Donc, je pouvais pas trop utiliser une solution comme Feedly, il fallait se reloguer à chaque fois. Et réellement, je les lisais beaucoup plus. L'endroit où je les lisais le plus, c'était dans le bus en allant chez moi le matin, enfin le bus et le métro, en allant chez moi le matin d'Elem jusqu'à Euratech. Et le métro, moi à ce moment-là, j'avais pas la 4G, j'avais pas un employeur qui me payait un forfait 4G. Donc j'avais le forfait minimum, d'accord, le forfait de 2 €, sans aucun accès Internet. Comment on fait pour lire des flux RSS quand on n'a pas Internet? Ça, c'était une question chiante. Je trouvais ça chiant jusqu'au jour où je suis tombé sur un produit qui s'appelait RSS to IMAP. Alors, RSS to IMAP, c'est un produit qui a une origine rigolote. Je vous explique d'abord l'origine et après je vous explique ce que ça fait. C'est un produit qui, à l'origine, s'appelait RSS to Mail. Et là, normalement, vous avez compris ce que ça fait. Ça prend vos flux RSS et ça les envoie dans votre boîte mail. Ça a été écrit par Aaron Swartz lui-même. Là, la version RSS to IMAP, ça paraît assez simple, ça prend vos messages et ça les écrit directement dans une boîte IMAP sans passer par un serveur SMTP. Pourquoi? Parce qu'en fait, les serveurs SMTP, c'est lent, ça rame, c'est un enfer. Donc là, c'est un script Python. Vous le configurez correctement, vous mettez les bonnes informations dans le fichier de config. Et là, en fait, quand vous le lancez, il va faire le tour de tous vos serveurs, il va récupérer les dernières news et il va le pousser dans votre dossier IMAP. Facile, simple. Et élégant. D'accord. Enfin, élégant, ça dépend de votre sens de l'élégance, mais ce qui est super cool, c'est que ça marche bien, ça rend comme un mail classique, quoi. Donc, vous n'êtes pas surpris. Voilà, donc là, ça marchait bien. Alors moi, je l'ai installé sur mon Raspberry. Ça marche bien, c'est vite dit. Il y avait quand même des défauts assez significatifs. Premier truc, c'est que c'était hyper lent. Je ne vais pas dire que c'est la faute de Python, ce serait pas sympa. Mais c'était quand même hyper lent. C'est-à-dire que le truc, il mettait 1 heure pour lire 100 flux RSS. C'est pas possible. Ensuite, c'était pas forcément très fiable. C'est-à-dire que parfois, il plantait sans afficher aucun message d'erreur, ni mettre de message dans un fichier de log ou quoi que ce soit. Ça avait planté, et quand il se relançait, parce que en fait, un truc comme ça, c'est pas compliqué. Vous écrivez une tâche cron pour le lancer toutes les 10 minutes, toutes les 2 heures ou 5 jours, et puis paf, vous le lancez. Et donc, il tombait en rade, et quand il se relançait, comme il ne se souvenait plus de ce qu'il avait lu, il relisait. Mais si jamais il plantait parce qu'un message était mal formé, il se relançait jusqu'à ce que le message ait disparu du flux RSS dans lequel il était. Donc, je me retrouvais parfois avec 5 fois le même message, pas forcément super agréable. Et puis finalement, en fait, la config, elle était illisible. C'est-à-dire que globalement, pour ajouter un flux RSS, vous faisiez RSS to email, enfin to IMAP, add mon flux, ou remove, ou list pour lister les flux. Et lui, il stockait ça dans une espèce d'objet Python incompréhensible. Bon, je suis développeur, j'avais envie de m'amuser, donc je me suis dit, je vais le refaire en Rust. Pourquoi le refaire en Rust? Parce que moi, je suis développeur Java, je l'ai déjà dit. Et à ma connaissance, mais j'avais pas investigué à ce moment-là, faire tourner du Java sur un Raspberry 3, ça marche pas. Aujourd'hui, je pense que ça peut marcher si je fais gaffe. Mais j'avais pas envie de faire gaffe de cette manière-là. Moi, j'avais vu plein d'articles sur Rust, je m'étais dit, vas-y, c'est cool, on y va, allez hop, on se lance. Et donc, j'ai écrit un truc qui s'appelle RRSS to IMAP. Et le mec a un don pour les noms. Ouais, parce que quand vous faites du Rust, c'est comme quand vous faites du Java. Quand vous faites du Java, ça commence par J, quand vous faites du Rust, ça commence par R. D'ailleurs, du coup, le J, c'est pas du Rust, en fait. Du coup, l'idée, c'est que c'était une réimplémentation complète qui soit raisonnablement performante. C'est-à-dire, ça tourne sur mon Raspberry sans le faire cramer. C'est des contraintes. C'est un Raspberry 3, c'est pas le premier. Ça va à peu près, mais voilà. Deuxième objectif, c'était apprendre Rust. Parce que quand je l'ai commencé, j'y connaissais absolument. Le troisième objectif, utiliser les mécanismes de parallélisme, parce que globalement, l'idée, c'était de faire tous les flux RSS en un coup, et puis récupérer les résultats rapidement. Et finalement, trouver une solution, mais ça, je savais à peu près où j'allais, pour que quand il y a un élément dans un flux RSS qui embarque une image, genre un article qui a mis une image d'illustration quelconque, l'image, au lieu qu'elle soit sur Internet et que donc je ne la vois pas dans mon téléphone quand je suis dans le métro, elle soit transformée en data base 64, machin truc, pour ceux qui connaissent,
c'est globalement, on prend l'image externe et puis on l'embarque directement dans le fichier HTML, enfin dans le HTML qui est dans le mail que je reçois. Et comme ça, j'ai l'image même quand je suis pas sur Internet. C'est sympa, non? Eh ben, c'était pas drôle à coder. Alors, vous attendez peut-être à ce que je vous montre du code. Je vais pas le faire. Pourquoi? Parce que en fait, le code est open source. Et puis, c'est pas la partie intéressante pour moi. C'est-à-dire que j'ai fait comme tout le monde quand on découvre le Rust. Dès que le bureau checker me disait, là, ça va pas, je faisais un clone. Alors au début, je me disais, c'est sale, faut pas faire ça. Et l'année dernière, j'étais à DevOps et je discutais avec Geoffroy Coupry, qui a écrit Sozu chez Clever Cloud, et Benjamin Kounen, qui, je sais plus ce qu'il a fait, mais lui, il fait aussi du Rust tous les jours, tout le temps. Les mecs m'ont absous de mon péché. Ils m'ont dit, mais ouais, vas-y, fais des clones, en fait. En fait, globalement, ça n'a pas d'impact sur la taille du programme, c'est juste un peu plus lent. Donc, je vais pas trop vous montrer du code parce que c'est pas très simple. Ce que je vais vous montrer, c'est un schéma illisible. Le schéma, le seul intérêt de ce truc-là, c'est de vous montrer la liste des dépendances que j'ai utilisées. Pourquoi je vous montre la liste des dépendances? Parce que je pense qu'il y a deux ou trois trucs sympas. Première étape, comme c'est un programme en ligne de commande, j'utilise le standard du monde Rust, manifestement, pour lire la ligne de commande. C'est structop. Structopt, pardon. Ça vous parle comme nom, ça? Attendez, j'ai pas dû mettre le bon nom, alors. Je vais retrouver quelque part. Standard, c'est clap, ouais. C'est ça. Non. Bon, bah, c'est pas le standard que j'utilise, alors. Moi, je croyais. J'étais naïf. Si ça marche, ça marche. Ouais, ça marche bien. En fait, je crois que la différence, c'est que Clap, vous devez écrire la structure de votre ligne de commande dans une... je sais plus, mais je crois que Structop, s'y rajoute, c'est la capacité de faire une structure et de la mapper sur les arguments de la ligne de commande. Je vérifierai après, on en reparlera à la fin, d'accord? Voilà, première connerie. Ensuite, bon, bah, je lis du JSON avec CRD. Je sais pas comment ça marche, personne ne sait. Enfin, c'est de la magie, ça. Ensuite, je fais la requête avec URL. Et là, il y a un truc magique. Le saviez-vous pas? Je parle de flux RSS comme s'il y avait un standard. En fait, il y en a trois. Il y a RSS et Atom version 09 et Atom version 2. Donc, il y a une librairie pour lire les flux Atom version 09 et version 2 et une autre librairie pour lire les flux RSS. Évidemment, c'est pour lire les flux RSS, ça s'appelle RSS. Et puis finalement, une fois que j'ai lu les images, bah, en fait, je les écris. Donc, je fais d'abord une transformation avec une super librairie qui s'appelle LOL-HTML. C'est un parseur HTML en Rust, vous n'êtes plus de la comprendre. J'encode en base 64. Je fais un peu de magie pour faire de l'UTF-8. Et puis finalement, je transforme ça dans un mail et je l'écris dans ma boîte. Voilà. Là, moi, je suis architecte, malheureusement, mais moi, ça me suffit. D'accord, je sais ce que je fais. Puis là, vous avez le nom des différents trucs. Ça, c'est pas la partie très intéressante. Ce qui est un peu plus intéressant, c'est que moi, j'étais naïf. J'étais un développeur Java. Je pensais que je pouvais écrire du Rust sur ma machine et que ça marche sur un Raspberry. Je suis PC, hein, et Windows, c'est mon idée. Bah, du coup, ça marche pas. C'est-à-dire que quand vous écrivez du Rust sous Windows, bah, c'est du Rust pour Windows. Pour écrire du Rust pour un Raspberry, il faut un Raspberry et puis il faut le compiler sur le Raspberry. Non, mais je ne vais pas le compiler sur mon Raspberry, ça va être 10 fois trop long. Heureusement, c'est petit. Hein. Voilà. Heureusement, il y a une GitHub Action pour ça, parce que comme c'est un projet de GitHub, ben, voilà, je peux utiliser les GitHub Action. Et donc, j'ai un gros but matriciel de l'espace, qui au début paraît assez simple, d'accord? Je fais une version Linux, une version macOS et une version Windows. Et puis je lui dis, voilà, tu l'écris là-dedans. Et puis à un moment donné, je lui dis, voilà, tu fais une version pour Raspberry. Mais comme le Raspberry, c'est pas la même STD libre d'après ce que j'ai compris, et c'est pas le même linker, et c'est pas le même bidule, et c'est pas le même machin, la ligne de commande est un tout petit peu plus longue. Et quand je la lis, j'ai encore. Bien. Quand je la lis, j'ai encore l'impression de tomber sur de la magie, quoi. C'est vraiment le truc. Je lis target /ARMV7 unknown Linux UEADIHF. Quand j'ai lu l'article qui expliquait que ça marchait comme ça la première fois, j'ai dit non, mais c'est pas possible. Si, c'est possible, ça marche bien. C'est un peu compliqué à tester, évidemment, ces trucs-là. Hein. C'est de l'intégration continue, donc déjà à la base, c'est chiant.
parce qu'en fait, vous voulez faire une modif, bah, vous faites votre modif, vous devez committer et puis vérifier que ça marche. Mais là, c'est encore un peu plus chiant parce que je fais ma modif, je commit, ça génère l'exécutable chez GitHub, je télécharge l'exécutable sur mon Raspberry, je lance et je regarde si ça marche. J'aurais peut-être pu faire un peu plus mal, mais c'est pas très grave. Néanmoins, au bout d'un moment, ça marchait. Ça marchait, mais il y avait des bugs. Il n'y en a pas beaucoup quand on fait du Rust, parce que le compilateur, il est sérieusement chiant. Mais l'avantage d'un compilateur qui soit vraiment exigeant avec son développeur, c'est qu'une fois que ça compile, ça marche à peu près. Et il y a quand même des moments où on est juste assez bon pour que ça compile, mais pas assez bon pour que ça fasse ce qu'on veut, donc il y a des bugs. Donc il faut un débugger. Vous utilisez quoi comme débugger en Rust? Println. Les DBG, de temps en temps. Voilà, ça c'est les rustacés que j'aime. Vous avez entendu, ils ont dit println et dbg. Qui a déjà fait du Java ici? Ouais, voilà. Vous n'avez pas aimé, mais c'est pas grave. Quand vous faites du Java, vous avez un débugger graphique, d'accord? Depuis l'an 2000. En 2000. Vraiment. Hein. Bah, vous l'avez aussi en Rust. Hein. Si vous installez code LLDB, parce que moi j'ai tout fait dans VS Code, si vous installez code LLDB, vous vous retrouvez avec un débugger qui marche raisonnablement. Il y a 2 ou 3 trucs qui ne vont pas, mais franchement, l'expérience elle est assez bien. Vous êtes capable de mettre des points d'arrêt, vous êtes capable de tester la valeur de vos variables, sauf quand c'est des tableaux. Quand c'est des tableaux, on ne veut pas aller dans les tableaux. Sans doute parce que les tableaux, il y a des pointeurs. Bref, ça marchait. Alors, comme ça marchait, j'ai arrêté de bosser. Vous voyez, ça c'est moi. J'ai commencé à bosser dessus en 2019. J'ai bossé pas mal dessus en 2020. Puis en 2021, j'ai bossé 2 fois au printemps, 1 fois en automne, et j'ai rien fait en 2023. Ça marchait. Enfin, je croyais que ça marchait. Jusqu'au jour où un mec me dit ouais, il y a un problème de dépendance OpenSSL sur Fedora 36. Voilà. Donc déjà, ça fait peur parce que ça veut dire que le mec utilise ce que j'ai codé. Et c'est pas terrible. Et du coup, alors moi j'aime bien parce que le mec, il dit voilà, il y a eu problème. Super sympa, c'est vraiment l'anecdote typique de bosser avec des Linuxiens. D'accord, le mec, il vous sort une config improbable et il vous dit ça marche pas. Alors vous laissez traîner, puis au bout d'un moment, le mec vous dit ouais, laisse tomber, j'ai fait une mise à jour, ça marche. Ok. Mais il y avait quand même un truc qui était pénible, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais absolument aucun test dans mon code. Rien. Bah ouais, parce que bon, quand on hack, hein. C'est-à-dire vous écrivez le code, vous le lancez. Là, c'est quand même un programme qui est super simple. Hein. Quand je lance, il va faire le tour de mes flux RSS, les récupérer et les mettre dans ma boîte mail. Donc, à tester, ça marche assez bien. Mais quand même, c'est pas terrible. Donc, j'ai rajouté des tests. Alors, j'aurais pu rajouter les tests naturels, les tests qui sont embarqués dans la stdlib de Rust. Mais je trouve quand même que la manière dont ils disent les tests, vous pouvez les mettre n'importe où. Du moment que vous avez bien rangé, j'étais pas à l'aise. Donc, il y a une lib qui s'appelle TestBin qui vous permet de créer un dossier test à côté de votre dossier SRC dans lequel vous mettez les tests. Ça rappelle quelque part un peu le monde Java, ouais, ça ne devrait pas vous surprendre. Mais c'est quand même assez cool parce que réellement, ça vous permet de. Voilà, moi je trouve, c'est juste mon opinion, c'est bien ranger les choses, c'est cool. Et puis, c'est easy. Donc avec ça, j'avais des tests. Ouais, mais quelle partie de mon code j'avais testé? Je ne pouvais pas trop le savoir. Heureusement, il y a un projet qui s'appelle Tarpaulin, qui est une option de cargo, qui va vous permettre de faire de la couverture de test. Alors, la façon dont il le fait, c'est très, très rustacé, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il recompile spécialement votre exécutable pour la couverture de test en rajoutant des annotations partout pour récupérer les infos sur les lignes de coche. C'est pas simple à configurer. Mais une fois que c'est configuré, ça marche vachement bien. Ça marche vachement bien. Je suis capable de le dire pour chacun des fichiers, est-ce qu'il y a des tests ou pas? Ça, c'est l'état actuel. Hein. Rêvez pas, je ne suis pas un déglingo des tests. Moi, j'ai un principe, c'est, pour ceux qui ne voient pas, qui sont au fond, la couverture minimum sur mon code, c'est 10%.
Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que je rajoute un peu de test, et puis après, je teste quand il y a des bugs. Si l'utilisateur rapporte un bug, je dis, bah ok, là, il y a un problème, je vais rajouter un test. Mais surtout, ce que je fais, c'est que je lui dis, bah voilà, affiche-moi quand même que ça monte, quoi. D'accord? L'intérêt, c'est d'avoir un taux de couverture de test qui monte. C'est pas qu'il reste super haut ou super bas. Et donc, bah, avec ça, j'étais content. J'ai vu tous les endroits où j'avais pas fait de test. Donc, il y a des endroits que j'ai bien testé parce qu'ils étaient faciles. Genre, le fichier feed utils, bah, c'est un truc utilitaire. Donc, globalement, c'est des fonctions assez basiques où je contrôle les entrées et les sorties. Il est testé à 96%. C'est énorme. Et message.ls, il n'est pas testé du tout parce que globalement, c'est un script. Mais globalement, les autres, ils ont un pourcentage de tests sur les fonctions qui me paraissaient dignes d'être testées. Donc, ça veut dire que là, j'avais du code qui était testé automatiquement par GitHub, j'avais la capacité de débugger, je pouvais déployer sur mon Raspberry. Il y avait juste un problème. Il y avait un petit pro. On ne voit pas du tout. J'aurais dû tester une bonne. Voilà. Vous voyez peut-être un peu mieux là. Il y avait un léger problème de taille. Donc, quand je prends mon exécutable Windows, il fait 24 mégas. Vous avez vu combien il y avait de fichiers? Il y avait 10 fichiers. 24 mégas, c'est des grosses lignes. L'exécutable Linux, il fait 232 mégas. L'exécutable macOS, il fait 50 mégas. Et l'exécutable Raspbian, il fait 199 mégas. Alors, l'une des particularités des Raspberry, je ne sais pas si vous savez, c'est qu'ils ont tendance à cramer leur carte SD. D'accord. J'ai mis très très longtemps, j'ai cramé 5 ou 6 cartes SD avant de me rendre compte qu'il y avait une option pour utiliser la clé. Bref. Avant de me rendre compte qu'on pouvait éviter de cramer la clé USB, j'avais écrit un système qui réinstallait mon Raspberry avec Ansible quand la carte USB cramait. Comme ça, elle cramait, ok, mais au moins, je lançais Ansible depuis mon ordinateur sur le Raspberry et tout était réinstallé. Mais les 199 mégas à télécharger à travers mon ADSL, parce que j'ai pas besoin de la fibre chez moi, c'est long. C'est long. C'est trop long. Bon, comment on fait pour savoir quelles sont les grosses dépendances dans un exécutable Rust? Non. Non, vous admettez l'idée que vos exécutables, ils sont 300 mégas pour quand vous faites du Linux? Enfin, quand je dis 300 mégas, et moi, j'avais que 10 fichiers. Hein. S'il y en a qui font des trucs un peu plus gros, vous allez voir des... Sur nous, tu avais buildé en mode release et pas en mode debug. Ouais. Ça, jamais j'ai fait ça. Ouais, non, mais moi aussi, j'ai fait l'erreur. Hein. La première fois, je fais, wow, il est gros. Même sur Windows, il était gros. J'ai dit, ah ouais, mais d'accord. Parce que c'est un truc en debug. Ok, il y a une solution pour ça qui s'appelle, encore une fois, j'ai un problème d'écran. Il a affiché Cargo Blot. D'accord. Blot. Qu'est-ce qu'il dit, Blot? Il dit que. Donc là, c'est plus les dépendances que j'ai actuellement. Parce que typiquement, quand j'ai vu que Request, qui connaît la lib Request? Elle est cool, hein. Elle est bien. Hein. Elle prenait plus de place dans mon exécutable que STD. Ça va pas, ça. C'est comme si vous me disiez que, je sais pas, une lib quelconque prend plus de place que votre STD lib. Ça paraît un peu bizarre. Oui. Et puis, voilà, donc il y a Request, il y a Terra, donc ça, c'est des templates. 764 kilos, oh, c'est pas mal. Clap prend pas mal de place, mais bon, ça, à la rigueur, non, je comprends pas, mais ok, admettons. RustLS, ça, je vais pas l'enlever, parce que si je vous enlevez RustLS, vous pouvez plus faire de requête HTTPS, vous êtes dans la merde. Donc, des regex, AO Coracic, je sais même plus ce que c'est. Un algo. Pardon? C'est un algorithme. Bon. Pourquoi déjà AO? Je sais plus. Voilà. Pour chercher dans une string. Ça, c'est super utile. Voilà. Et donc, j'ai Tokyo, j'ai Hyper. Ouais, Hyper, je comprends, en fait, c'est parce que c'est peut-être bien que c'est une dépendance de request. Mais bref, c'est gros. Et puis, en fait, quand on continue à descendre, on descend. Et puis, à la fin, il y a mon code à moi. Ah, ça va. Ça fait 80 kilos. Ouais, mais si ça fait 80 kilos, comment ça se fait que ça fait 200 mégas à la fin, quoi? C'est un peu gros, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait?
bah, j'ai viré des dépendances. Donc, voilà, j'ai commencé par virer request. Rien qu'au virer en request, j'avais quand même gagné énormément parce que request tire pas mal de dépendances et typiquement, il tire Tokyo, il tire Hyper, enfin, je crois qu'il tire Hyper, il tire tout un tas de trucs et ça va pas très vite. Et du coup, mon code à moi, il est remonté là. C'est pas mal, hein. Même s'il est passé de 80 kg à 100 kg, j'ai gagné quelques mégas. Et donc j'ai continué. J'ai continué. Et puis, résultat, au bout d'un moment, en fait, mon code, il est remonté, il est là. Et j'ai continué à virer des trucs. Tout ça, ça fait qu'au bout d'un moment, je suis arrivé à une taille supportable. Et... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je suis arrivé à une taille supportable, disais-je. Blablabla. On va tout en bas. Ouais, voilà, ça c'est le message. Je me dis, c'est bon, c'est optimisé. J'ai assez optimisé parce que le deuxième, c'est RRSS Touiva, qui fait 160 kg et j'ai un exécutable à la fin qui fait 2 ou 3 mégas. D'accord. J'avais ajouté un slide pour mettre la taille des exécutables. Pourquoi il a disparu? Ça me semblait, il a disparu. Bon, c'est pas grave. Mais globalement, avec ça, en fait, je suis passé d'exécutable qui faisait 200 mégas à un exécutable Raspbian qui fait 8 mégas. Sans aucune perte de fonctionnalité. Alors par contre, effectivement, il y a un truc que j'ai fait très différemment. C'est-à-dire au début, je me disais ouais, je vais faire du parallélisme avec du E5 Await, j'ai utilisé Tokyo, j'ai stylé et tout ça. À un moment donné, je suis tombé sur une lib qui s'appelait Rayon, justement, je crois, qui fait des collections parallèles. Point final. Vous ne faites pas du E5 Await super compliqué. Ce que vous faites, c'est que vous lui dites j'ai une collection et vas-y, traite les éléments en parallèle. Et bien avec ça, mes performances, elles ont monté et la taille de mon exécutable, elle a baissé. Franchement, j'étais bien. Hop là. C'est super zoomé, c'est pour ça que vous voyez rien. Alors ça, c'est malin, merci. Et du coup, la slide précédente, elle ne serait pas passée à la trappe à cause de ça? Non, c'est parce qu'il faudrait que je recharge. Je suis à fond dans le professionnalisme. Conclusion en 3 parties. Si elle veut bien parler. Voilà. Première partie, Rust, c'est pas facile, mais c'est rentable. Ce que je veux dire par là, c'est que, comme je disais, en 2023, j'ai bossé 3 fois dessus. 3 fois. En 2024, j'ai pas encore touché. Et je crois que je vais pas y toucher cette année. Je ne connais pas beaucoup du langage où un exécutable que j'ai écrit ne nécessite pas de temps en temps que je repasse dessus. Parce qu'en fait, Rust, il est chiant au moment où vous êtes concentré. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de développer, il va vous emmerder comme un dingue sur « tu as utilisé cette variable alors que tu l'avais copiée, tu as utilisé ce truc alors que c'était pas le bon type, tu as mal géré ton erreur, tu as mal géré ton erreur, tu as mal géré ton erreur ». Au bout d'un moment, vous avez la tête comme ça, mais après, chaque problème, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est Rust, c'est un peu un casse-tête pour les gens qui aiment le code. C'est-à-dire que vous écrivez votre ligne de code, et puis après, le compilateur, il commence à vous dire très gentiment, très sympathiquement. Ils ont fait des vrais efforts là-dessus. Ça n'est pas bon. Ça n'est pas bon. Et donc, vous corrigez votre ligne de code, et puis vous donnez une autre erreur. Corrigez votre ligne de code, vous dites, ouais, c'est bon. Il n'y a plus d'erreurs sur votre ligne, mais il y en a 5 ailleurs. Vous corrigez les 5 erreurs, vous commencez à vous agacer, et puis à la fin, ça marche, quoi. À la fin, ça marche. Et quand ça marche tout le temps. Vous n'avez plus rien à faire, vous n'avez plus de maintenance. C'est vraiment, moi, je trouve ça hyper confortable. Voilà. Un truc qui m'a vachement impressionné, c'est que le fait de vouloir déployer mon code sur un Raspberry 3, c'est pas le premier, d'accord, c'est pas le truc hyper minimaliste, mais c'est quand même une plateforme assez minimale dans ses capacités. Il n'y a pas des tonnes de RAM, il n'y a pas des tonnes de CPU. Voilà, les choses sont assez simples. Vous avez des problèmes qui vous sautent aux yeux immédiatement. Des problèmes du type ouais, mais attends, comment je configure correctement ça? Ouais, mais attends, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de RAM? Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus ce machin? Ben, ça va vous sauter aux yeux vachement plus facilement que sur un. Parce que moi, j'ai la chance d'avoir un ordinateur fourni par la boîte avec 32 Go de RAM.
Alors, d'ici à ce qu'un bout de code fasse une out of memory, je peux attendre, quoi. Par contre, le Raspberry, il a 2 ou 4 gigas, je sais plus. Ça va très vite. Et puis, dernier point, franchement, l'outillage Rust, il est super bien. À chaque fois qu'il y a un truc, il y a un outil pour le corriger. D'accord? Vous avez vu, hein, j'ai eu des problèmes de test. Bon, bah, je peux faire de la couverture de test. J'ai eu des problèmes de taille d'exécutable. Je peux utiliser CargoBlot et ça va corriger mes problèmes. Je voulais gérer correctement les releases, c'est-à-dire faire en sorte que quand je fais une release dans GitHub, ça me publie automatiquement la crate sur crates.io. Bah, ça marche, il n'y a pas de problème. À chaque fois que vous avez besoin d'un truc, ça existe et généralement, c'est vachement bien fait. Si vous êtes Linuxien. Si vous n'êtes pas Linuxien, à chaque fois, vous dites pourquoi il nous fait ça? Pourquoi ça marche que en ligne de commande à chaque fois? C'est pas possible. Vous pouvez pas faire un truc pour les gens qui aiment cliquer. Moi, j'aime bien cliquer. Et résultat, moi, je trouve que c'est une super expérience. Ça m'a appris beaucoup de choses en tant que développeur. Typiquement, le borrow checker, ça vous apprend à gérer correctement le cycle de vie de vos objets. Et quand vous utilisez un langage sans borrow checker, par exemple le Java, vous avez envie de faire des objets que vous pouvez modifier dans tous les sens et qui peuvent vivre et qui peuvent être partagés par 5 threads, etc. Vous allez tomber sur des problèmes apparemment insolubles de synchronisation de données, de qui a déplacé la donnée, de qui l'a fait. Mais une fois que vous avez fait du reste, vous faites une classe Java, la première chose que vous faites, c'est que vous mettez tous les champs finaux, partout. Et vous mettez aucun setter. D'accord? C'est-à-dire que votre objet, vous le modifiez à la construction et après vous l'utilisez. Et franchement, votre code, il est au moins aussi efficace et il est vachement plus facile à comprendre. Et il y a des bugs tordus que vous ne verrez pas. C'est-à-dire que comme vous savez très bien quand vous avez initialisé une valeur, il y a plein de problèmes qui disparaissent. Donc globalement, moi, c'est une super expérience. Je la recommande à tout le monde. Essayez de coder un truc en Rust, pas forcément compliqué, mais voilà, tentez l'aventure. Vous allez apprendre beaucoup. Et voilà, j'ai fini comme ça. Je quitte le mythe. Attends les questions. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des suggestions, des idées, des envies? Ouais. Sur la partie de la taille des binaires, il y a eu la screenshot de GitHub qui montrait les exécutables, 200 mégas sur Linux, Ouais. pareil sur Raspberry et tout, et après, il y avait la liste des devs et la taille qui se prenait, etc. Et c'est pas la même valeur. Ouais, ça a commencé à 12 mégas sur l'autre. Ouais. Du coup, Alors, où sont passés les 180 mégas qui restent? je vais répéter la question. La question, c'est quand on regarde la taille, bon, je vais même faire mieux, je vais carrément revenir en arrière dans les slides. Le rembobiné. En fait, j'ai beaucoup rembobiné. Quand on regarde la taille de l'exécutable, non, pardon pour les gens qui sont épilés. Quand on regarde la taille des exécutables qui est trop petite, on voit que le binaire Linux fait 233 mégas, le binaire Raspbian fait 199 mégas. Et ce n'est pas du tout les tailles qu'on retrouve quand on regarde l'analyse de CargoBlot. D'où vient cette différence? Ce que j'ai compris, et pour ceux qui regardent la vidéo, je parle dans le doute, d'accord? Je ne suis pas du tout sûr de moi. Ce que j'ai compris, c'est que, a priori, quand vous faites un exécutable Rust pour Linux, il est compilé en statique. C'est-à-dire qu'il embarque la stdlib. Comme ça garantit que, quelle que soit la variété de Linux et sa fraîcheur, votre exécutable fonctionnera de la même manière. Comme ça embarque la stdlib avec les choses dont mon code a besoin, mais aussi les choses dont toutes les dépendances de mon code ont besoin, on se dit qu'a priori, il va embarquer juste les collections et des trucs comme ça, mais en fait, non, il va embarquer beaucoup de classes, beaucoup de code pour le réseau, beaucoup de code pour la sécu, etc. Et c'est, je pense, ça qui fait augmenter fortement la taille de l'exécutable. Mais je suis pas sûr de moi, d'accord? La seule chose dont je suis sûr, c'est que je dois réussir à passer de 200 mégas à beaucoup moins après. Il y avait une autre question. Ouais. Combien de temps Tarpaulin il est là sur la série? Alors, la question, c'est combien de temps met Tarpaulin pour se lancer dans la CIA? J'en sais absolument rien. J'en sais absolument rien. On va regarder. Voilà. Pardon? Il y a un slash en cours. Je vais arrêter de faire le coup avec les flashs. Je vais cliquer, c'est ma jour.
d'exécution. Alors évidemment, comme il n'y a pas eu d'intégration continue qui s'est exécutée depuis un sacré moment, bon, on va quand même prendre ce qu'a fait les Pandas. Bon, il y a 4 jobs. Ah, oui. Alors, le job matrix, ce qu'il fait, c'est qu'il crée un nouveau job GitHub Action pour chaque plateforme. Alors, donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est le temps d'exécution de Tarpoli. Oh, super. Trop vieux. Trop vieux. Trop vieux, passera pas. J'ai réfléchi et j'essaierai de répondre à la question le soir. L'exécution globale, c'était 6 minutes là, je vois. Ouais, 6 minutes. Moins de 6 minutes. Voilà. C'est une super réponse, merci. Moins de 6 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout au fond de la salle, il y a une question. Une remarque un petit peu, mais au début, tu parlais de difficulté de compiler pour Pascal. Ouais. Est-ce que tu avais essayé la post-compilation avec les targets avec Xargo et des trucs comme ça? Alors, en fait, ça, j'ai essayé et très très vite, le compilateur m'a dit, bah non, en fait, c'est pas juste une question d'architecture, c'est aussi une question de, il faut que tu aies une std lib compatible avec cette architecture sur ta machine. Et moi, je ne l'avais pas. Par contre, effectivement, il y a un outil qui existait, je ne sais pas s'il existe je me souviens plus quel est son niveau d'adoption, qui s'appelait Xargo, qui faisait un peu la même chose que les buts matriciels GitHub, c'est-à-dire ça te permet de compiler sur plusieurs plateformes. Pour faire ça, ils font un truc très malin. Ils démarrent des conteneurs Docker pour chacune des cibles. Donc, bon, si vous avez Docker sur votre machine, c'est cool. Normalement, vous êtes des développeurs, je pense que vous avez tous Docker. Mais là aussi, je crois que ça ne marchait pas. Mais franchement, les messages d'erreur, j'arrivais pas à les comprendre. Donc, j'ai dit, ouais, je vais essayer autre chose. Je suis un développeur, hein, je prends la voie de moindre résistance. D'accord, j'essaye un truc, si ça marche pas rapidement, je vais essayer autre chose, je reviendrai dessus. Mais du coup, comme on est là, on peut quand même regarder, j'y pense comme ça, juste vite fait, la taille des exécutables à la fin. Voilà. Et à la fin, Windows, ça fait 4 mégas, Linux, ça fait 8 mégas, macOS 6 et Raspbian 9. C'est mieux que 200. Je ne sais pas, moi je trouve que c'est un peu mieux. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans le Meet? Alors, ça c'est le. Non, le Meet c'est juste pour l'enregistrement. C'est juste pour ici, ouais. Ouais, il n'est pas parfait. Ah, une autre question. Une autre question, mais tu parlais d'embedding des images. Ouais. J'ai vu potentiellement pour des grosses images, si tu as de la compression, ok. Il y a de la compression, et dans un deuxième temps, est-ce que le POP64 c'est le meilleur format pour parce que j'imagine que du coup ça alourdit encore plus la charge. Alors, allez, là c'est le moment où je fais la démonstration. Il va falloir que je change de mode de partage d'écran. Je vais arrêter le partage un instant. Ce que je vais te montrer, c'est le résultat, c'est-à-dire l'état de ma boîte mail aujourd'hui. Hop. Par contre, j'arriverai pas trop à zoomer dans Thunderbird. Hop. Est-ce que je peux zoomer? Alors, je vais essayer de retrouver un avec une image. Voilà. Donc là, pour l'anecdote, ce que je fais, c'est que je lis des flux RSS avec RSS Luna. Les flux RSS viennent de différentes sources et potentiellement ont eu un pré-traitement. Là, typiquement, Mastodon, en fait, j'ai un seul flux RSS pour tout Mastodon. J'ai bidouillé un truc qui ne vous intéressera pas, c'est du PHP. Comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Ouais. Ce que je peux faire d'intéressant, c'est de vous montrer le corps du message. Et oui, évidemment, il ouvre dans une autre fenêtre. Donc, comme il ouvre dans une autre fenêtre, à nouveau, j'arrête le partage. Désolé pour les gens pour lesquels ça clignote. Et je partage l'écran numéro 2. Voilà. Hop là. J'attends juste que ça démarre dans le page. Voilà. Hop là. Est-ce que là, je peux zoomer? Je ne peux pas zoomer non plus. C'est marrant. C'est pas très grave. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant au début. Hein. Donc ça, c'est des antennes de mail classiques. Pour ceux qui ont déjà travaillé sur des mails. Super. Presque tout le monde. Pour ceux qui n'ont jamais travaillé sur les mails, qui sont pas si nombreux que ça, un mail, en fait, c'est un fichier texte qui commence par des en-têtes. Donc, il y a un from, un to, un subject, etc. Et après, vous vous retrouvez avec votre contenu. Un truc rigolo à noter, c'est que les mails, c'est des fichiers texte de 72 caractères de long.
Donc, quand vous prenez des messages textes, genre un message Mastodon ou Twitter, et que vous le mettez dans le titre de votre mail, ça fait un titre qui a plus de 72 caractères. Au début, quand j'ai fait ça, ça faisait planter tout. Parce qu'en fait, Thunderbird, il perdait complètement les pédales, il n'arrivait pas à faire la distinction. Et en fait, globalement, il faut revenir à la ligne et rajouter quelques caractères. Mais ce n'est pas ta question. La question, c'est comment on traite les images, etc. Voilà comment on traite les images. Voilà. Est-ce que ça me pose un foutu problème? Non. J'en ai absolument. Alors, franchement, alors, ça me. Ouais, effectivement, d'un point de vue efficacité énergétique, d'un point de vue taille des mails, pas terrible. Mais par contre, d'un point de vue utilisabilité, ça n'a jamais. Ça me défile toujours. T'es à peine à la moitié de la scroll bar. Là. Ouais, je me rends compte. C'est une seule image. C'est une seule image. D'un point de vue utilisabilité, en fait, ça me pose très rarement des problèmes. Il n'y a que parfois certains messages un peu gros que j'ouvre avec mon téléphone qui vont faire planter l'application de lecture de mail. Voilà. Mais sinon, on est bien, hein. Sont compressées les images avant d'être converties? C'est des images JPEG. Attends, je vais remonter en haut. Voilà. En fait, j'ai appris plein de choses sur les mails, du coup. Donc, quand vous faites une image, vous dites, voilà, c'est image SRC égale data de point image ça. Alors ça, je le savais depuis bien avant. Mais par contre, il faut lui donner le type de fichier. Donc là, c'est image/JPEG en base 64. Et puis là, c'est parti pour le contenu. Donc en fait, là, c'est littéralement un JPEG qui est passé en base 64. On ne penserait pas qu'un JPEG, c'est aussi gros. Et pourtant. Et voilà, donc ça c'est le maximum des fonctionnalités. Moi, j'ai pas prévu de rajouter l'embarquement des vidéos dans les mails ou d'autres choses comme ça. N'envoyez pas de vidéos par mail, ça me perd. Voilà. Je sais pas si je pourrais pas voir. Ça vaut peut-être le coup de vous montrer la taille du message. Je vais juste le finir. Non, je ne pourrais pas l'avoir. Au pire, copie la source, sauvegarde-la dans un fichier. Non, je ne vais pas faire ça. Non, je ne vais pas faire ça. Voilà. Merci pour votre temps. Et c'est bon, il y a. Alors, par rapport à la taille de l'exécutable, il me semble que depuis très récemment, on ne pas les dates complètes, très récemment, on peut strip l'exécutable avec Argo. Et ça avait été depuis très longtemps que c'était un problème qui était assez récurrent. Et j'avais jamais entendu parler de ça. Alors la question c'était, a priori maintenant Cargo intègre une commande Cargo Strip. Est-ce que j'ai testé? Non, je n'ai pas testé cette commande. J'ignorais jusqu'à son existence jusqu'à maintenant. Donc merci de m'apprendre ça. Après, en fait, je ne sais pas si ça va avoir le même résultat parce que Cargo Strip c'est un peu, enfin, je miserai pas ma tête là-dessus, mais pas très loin. C'est l'équivalent de ce que vous faites quand vous utilisez des moteurs de minification, quel que soit le langage. C'est-à-dire que ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder les chemins du code qui sont utilisés et il va virer les fichiers qui servent à rien dans toutes vos dépendances. Là, typiquement, moi, mon problème, en vrai, c'était request. Mon problème, c'est que request vient avec une tonne de dépendances qui sont hyper grosses et résultat, même si je l'avais strippé, request, je l'utilise quand même pour faire des requêtes, en vrai. Donc, comme je l'utilise, j'embarque request, j'embarque les dépendances et paf, c'est parti. Voilà. Ça s'arrête jamais. Il y a un book Rust sur la programmation sur l'embarqué. Et justement, si ça t'intéresse, ce sujet-là, il en parle. D'accord, merci. C'est le embedded de Rustbook et il parle de stream. Ok, merci. Pour ceux qui sont sur le Meet, il y a un book qui s'appelle le Embedded Rust qui traite de tous les problèmes de code en embarqué. Et je vais arrêter là, je vais laisser la place. Merci beaucoup. Merci.